Tout le monde nous annonce une crise financière proche, imminente, catastrophique, avec des conséquences économiques sans précédent. Cette crise est annoncée depuis longtemps et certains l'imaginent comme un cataclysme sans précédent, transformant notre économie à jamais. Mais de quoi parlons-nous ici ? Quelle est cette crise ? Pourquoi les banques sont-elles la cause de tous les maux ? Et surtout, quelles conséquences pour nous, investisseurs ? Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la crise financière, mais avant, tu peux, en cliquant sur les liens un peu partout, accéder aux 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin et tu as accès aux 100 premières pages gratuitement. Je te laisse aller voir, tu m'en diras des nouvelles. Et si jamais tu veux pas les 100 premières pages, mais que tu veux directement commander le livre, tu vas sur Amazon ou sur n'importe quel site, tu tapes « Devenir riche » ou même « Riche » et tu verras, c'est le premier livre, aussi simple que ça. Tu cliques et tu achètes. Sinon, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu cliques sur Programme. Et il y a deux programmes, 1 million et 10 millions. C'est facile, je t'aide à avoir 1 million ou je t'aide à avoir 10 millions. On bosse ensemble et on passe à la vitesse supérieure. Bref, aujourd'hui, tu as vu le sujet de la vidéo. On va parler de la fin du monde moderne tel qu'on le connaît, de la fin de l'argent, de la fin de tout. Non. On va parler de comment on doit réagir face à tout ça. Parce que tout le monde te parle de la crise, mais au final, personne ne te dit réellement comment tu dois réagir. Dans cette première partie, on va voir la planche à billets et le quantitative easing, qui est la deuxième partie qui nous intéresse le plus, et le mode de fonctionnement de tout ça. Ce que je vais faire, c'est qu'avant même d'attaquer cette partie-là, viens avec moi et je vais tout de suite t'expliquer comment ça marche. Donc je vais t'expliquer rapidement et surtout simplement comment fonctionne en fait le quantitative easing. Alors avant qu'on commence et pour que ce soit vraiment très clair pour toi, on va faire ça rapidement parce que tu trouveras tout ce qu'il faut partout là-dessus. Il faut que tu comprennes que tout ça part de la BCE. Avant, quand il y avait le système de la planche à billets, c'était la Banque de France qui se retrouvait dans cette situation. Aujourd'hui, c'est la BCE qui est l'organisme qui génère en fait finalement la distribution de l'argent et sous les diverses formes auxquelles les organismes privés, tels que les banques, ont accès à cet argent. Alors, figure-toi que la BCE a plusieurs outils à sa disposition pour permettre de l'injection d'argent dans l'économie réelle. Alors le premier outil, et qui est de loin le plus connu, c'est l'action que va faire la BCE sur les taux. Donc actuellement, en fait, on a un taux qui est négatif, c'est-à-dire que la BCE produit de l'argent gratuitement. En fait, même quand on dit un taux négatif, elle donne de l'argent aux banques. Et donc la banque, lorsqu'elle va acheter son argent à la BCE avec un taux négatif, elle va accéder à de l'argent avec un énorme avantage. C'est facile à comprendre, c'est comme si ton fournisseur finalement te disait « je te vends ce produit, je te le vends pas en fait, je te le donne pour te permettre de le proposer à ton tour à tes clients ». Et donc en fait ce que tu dois comprendre, c'est que cette proposition à tes clients doit aller dans l'économie réelle et générer des revenus. Alors, ça veut dire quoi ? En gros, c'est une politique dont nous sommes en train de parler et comme toute politique, c'est un premier concept qui te permet très facilement de comprendre comment en fait on peut voir une action économique avec une conséquence réelle dans le monde que nous connaissons. Et avec ce système, l'idée c'est que bien évidemment, au travers de cet échange, les ménages et les entreprises dépensent de l'argent et créent de la richesse. Problème aujourd'hui, bien tout simplement, les ménages et les entreprises n'ont pas forcément besoin d'argent. Donc la banque a, on va dire, un matelas de cash derrière sa manche parce qu'elle ne joue pas forcément le jeu de la BCE. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que fait la banque pour comprendre l'autre politique qui sera le quantitative easing pour lequel va opter la BCE. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les banques achètent des obligations d'État. Ça, si tu te demandes ce que c'est un drapeau. Donc les banques
placent leur argent dans des obligations d'État, parce que pour elles, c'est une forme de sécurité, et elles ont de l'argent placé ici. La politique de la BCE, elle est très simple. Elle se dit la chose suivante, je vais acheter ces obligations à un prix avantageux. Donc en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est plus cher que ce qu'elles valent, dans un but très précis. Ce but, il est facile à comprendre, puisque si j'achète des obligations plus chères, c'est la banque qui va gagner plus d'argent. Et si la banque gagne plus d'argent, l'idée derrière ça, c'est qu'elle va prêter plus facilement aux ménages et aux entreprises. Sauf que là encore, on se retrouve dans le même système qu'au départ, à savoir que la banque va augmenter son cash. Alors c'est pas vraiment vrai, parce que c'est la dernière partie du mécanisme que je veux t'expliquer. Aujourd'hui, il y a un dernier problème que je dois évoquer avec toi pour que tu comprennes bien le fond du problème. Et ce mécanisme, il est très clair en fait, c'est la bourse et ce qu'elle peut rapporter à la banque. Et il est facile de comprendre qu'aujourd'hui, la banque prêtera, ou en tout cas investira beaucoup plus facilement et gagnera surtout beaucoup plus d'argent dans la bourse plutôt que en prêtant l'argent aux ménages ou aux entreprises. Et donc du coup, le quantitative easing fonctionne dans la mesure où tout ce système que je te montre ici se met en place. Mais dès l'instant où le système ne se met pas en place, on se retrouve avec de l'argent qui est toujours investi au même endroit pour une simple et unique raison. Eh bien parce que la bourse... J'espère que le schéma était clair. On va faire très rapide parce que le but c'est de ne pas revoir ce qu'on a déjà vu. En clair, le quantitative easing sert à relancer l'économie en donnant aux banques de l'argent pour qu'elles-mêmes le redonnent aux entreprises ou aux particuliers pour qu'ils consomment et pour que l'économie reparte et que l'inflation revienne. Ça c'est la théorie. Dans les faits, toi et moi connaissons la réponse. Bref, c'est le premier phénomène et ça cache un second phénomène qui est beaucoup plus dangereux et qu'il faut absolument éviter, l'hyperinflation. Alors, l'hyperinflation, c'est quoi? C'est finalement le fait d'avoir une monnaie qui perd sa valeur. En clair, si je devais te le traduire simplement, c'est des billets qui sont de plus en plus gros, mais qui permettent de ne pas acheter de plus en plus cher. Et le problème, c'est que lorsque les billets commencent à perdre de leur valeur, ou la monnaie commence à perdre de leur valeur, en fait, finalement, tu perds tout simplement la confiance dans le billet. Et ça peut aller très loin, donc laisse-moi t'expliquer brièvement. Je vais reposer ce billet pour qu'on puisse parler tranquillement. En clair, si tu veux que je fasse ça simple, on va prendre l'exemple de la Bolivie, où suite à une hyperinflation, des billets de 100 000 dollars boliviens, alors ce n'était pas des dollars boliviens, c'est le boliviano, le nom de la monnaie. Mais ce que je veux te montrer, ce n'est pas ça, c'est qu'on a produit un billet de 100 000 bolivianos. C'est comme si tu avais un billet de 100 000 francs. Mais au jeu des plus gros billets, tu as aussi le Zimbabwe, qui lui a produit un billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. Avec ce billet, tu peux à peine t'acheter une miche de pain. Voilà donc une des conséquences de l'hyperinflation, des billets qui commencent à ajouter des zéros pour afficher toujours une valeur plus grande que ce que le billet comporte réellement. Et ce n'est pas tout. On va prendre par exemple le cas du Venezuela, où entre 2016 et 2017, les habitants, suite à une hyperinflation, ont en moyenne perdu 11 kilos. Parce que si la monnaie perd de sa valeur, non seulement elle perd de sa valeur, mais les gens n'ont rien à acheter. Parce que ne plus avoir de valeur et ne plus avoir de confiance dans une monnaie implique aussi ne plus pouvoir faire d'importation. Et ce n'est pas terminé. Dans certains pays, on va se retrouver dans un système où les acteurs du pays qui vont par exemple continuer à produire de la richesse vont demander à se faire payer sous une autre devise. Et parmi toutes les devises qui aujourd'hui gouvernent le monde, le dollar reste l'une des devises qui est la plus garantie, la plus sûre et qui permet dans ces pays en hyperinflation de conserver des revenus assurés ou en tout cas dans lesquels les habitants conservent une réelle confiance. Et le problème, c'est que se faire payer en dollars dans un pays où la monnaie n'a plus de valeur, c'est tout sauf une bonne solution pour le pays.
Le plus drôle dans cette histoire, c'est que les premiers au monde à avoir connu une hyperinflation, eh bien c'est nous, les Français. Et oui, en 1797, on a enregistré la première hyperinflation mondiale en France. Et le directoire a prononcé la banqueroute sur les 2/3 de sa dette en brûlant la planche à billets en plein milieu de la place Vendôme. Et c'est le peuple qui a trinqué. Parce que lorsqu'il y a une hyperinflation, c'est le peuple qui trinque. Et voilà un des risques du quantitative easing que nous risquons tous finalement, c'est la banqueroute générale avec à la clé une dépréciation globale des biens, services et objets de valeur. Attends une seconde. Hein. Voilà, j'ai fait un virement. Excuse-moi. Oui, les 1000 euros. C'est ça. Depuis quelque temps, notre rapport avec l'argent a quelque peu évolué. Oui, c'est vrai, il a évolué sous la contrainte, mais il a changé. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, tu ne t'en rends pas compte, mais tu n'as plus du tout le même rapport avec ton argent qu'il y a juste quelques années auparavant. Allez, je vais retirer 1500 euros. Viens avec moi, je t'emmène. On en reparle après. Allez, nous voilà donc ici pour aller essayer de retirer 1000 euros. Alors du coup, je ne vais pas demander 1000 euros, je vais demander 1500 ou 1800 euros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais faire comme si je téléphonais et je vais appuyer sur ce bouton et je vais mettre mon téléphone à l'oreille. Et comme ça, on aura quand même une image intérieure pendant que j'essaye de retirer mon argent. J'ai pris ma carte bancaire qui est, voilà, il faut que je la retrouve. On va voir si on peut ou si on ne peut pas retirer son argent sur son compte. J'ai fait un virement juste avant pour qu'il y ait les sous. Il y a plus que 2000 euros, donc on va voir si la banque me dit oui ou non. Allez, c'est parti. Allô, oui. Alors bon, t'inquiète pas, je vais te raconter l'histoire de ma journée d'hier. Le but, c'est que tu vois à peu près comment ça s'est passé. Bon là, tu as compris que je racontais n'importe quoi pour que ça n'ait pas l'air grotesque. Allez, c'est parti. Ouais, attends, ah ben. Bonjour. J'ai ma carte bancaire, j'aurais aimé savoir comment j'ai besoin de retirer 1800 euros. Je sais, il faut que je... On la débloque. Il faut qu'on la débloque. Ouais, je suis dans cette agence. Et je pourrais les retirer tout de suite ou c'est pas possible? Si. Ouais, ça sera possible de les retirer. D'accord. Alors... Alors, il faudra que je fasse un virement du coup. Parce que j'ai mis l'argent sur la... C'est sur une SCI aujourd'hui. Je mets un motif? Non, vous mettez décembre. Décembre. Allez. Je peux les retirer aujourd'hui ou... Enfin, c'est pas pour aujourd'hui précisément. Pour une semaine. J'ai une semaine pour les retirer. Ouais. Ok. C'est bon. Merci. Voilà. Je peux partir, c'est bon? Ouais, Allez, super, merci. Au revoir. Allez, c'est bon, j'ai terminé. Bon, alors, ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Et ce qui est hyper intéressant dans cette histoire, c'est que finalement, moi, je viens de faire avec ma banque et je suis un client peut-être particulier. Et il convient de prendre en considération qu'avec d'autres clients, ça puisse se passer complètement différemment. Donc aujourd'hui, avec une banque, tu vois qu'on me permet de retirer 2000 euros dans la journée avec ma carte bancaire qui a été débloquée, que j'ai mis dans la poche. Et ce que moi, je veux que tu prennes en considération, c'est qu'il y ait d'autres banques dans lesquelles tu ne peux pas actuellement retirer tes 1000 euros. Donc la vérité qui est un peu dure à entendre, c'est que déjà, selon le type de client que tu es, tu pourras ou tu ne pourras pas accéder à ton argent. Ce qu'on va faire pour la suite de l'émission, on va partir du principe que tu ne peux pas retirer ton argent et que les banques ne te laissent pas retirer ces fameux 1000 euros. On va continuer là-dessus, mais je veux quand même que tu notes, et c'est super intéressant, qu'il y a des banques aujourd'hui, en 2019, qui permettent à leurs clients d'accéder à leur argent. Je te laisse réfléchir à ça, mais on continue l'émission. Bon, c'était pas concluant cette histoire, hein? Écoute, comme tu peux le voir, aujourd'hui, on ne fait plus ce qu'on veut avec notre argent. Et certains y voient là un signe de quelque chose, alors que d'autres n'y voient rien du tout. La vraie question sous-jacente, c'est y a-t-il des raisons de s'inquiéter ou pas? Avant même qu'on aille plus loin, je veux être très clair avec toi, je n'ai pas la réponse à ces questions, mais j'ai deux arguments contradictoires
qu'il est bon quand même d'avoir en tête et de garder quelque part sous le coude pour essayer de comprendre. C'est 1, l'effet Cantona et 2, le cash contre la carte bancaire. On va commencer donc avec l'effet Cantona. J'ai appelé cet effet-là comme ça parce qu'il y a quelques années, un joueur de foot du même nom a fait une vidéo qui avait fait somme toute du bruit. Je vais te la mettre tout de suite. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, c'est quoi? Aujourd'hui, aller manifester dans la rue, c'est quoi? Ils te retournent le truc contre toi. Aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Il faut faire des choses, quoi. Te parler de la révolution, on va pas prendre des armes, on va pas prendre des machins, on va pas aller tuer des gens. La révolution est très simple aujourd'hui à faire. Le système, c'est quoi? Le système tourne autour des banques. Le système est bâti sur le pouvoir des banques. Donc il peut être détruit par les banques. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 3 millions de gens qui sont dans la rue avec leur machin, ces 3 millions de gens, ils vont à la banque, ils retirent leur argent et les banques s'écroulent. 3 millions ou 10 millions de gens. Il y a tout. Et là, il y a une vraie menace. Et là, il y a une vraie révolution. La révolution, c'est ce qui est dans les banques. C'est pas compliqué. Au lieu d'aller dans la rue, faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas à la banque de ton village et tu retires ton argent. Et s'il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. Ouais. Pas compliqué. Et là, on va nous écouter autrement. Donc voilà. Le problème dans tout ça, c'est pas le côté révolutionnaire de la chose, bien que certains peuvent y voir un léger petit couac, n'est-ce pas? Non, le problème, c'est qu'en invitant tous les déposants à retirer en même temps leur argent de leurs organismes de crédit, eh bien, on incite les personnes à s'opposer finalement au quantitative easing, puisque si toutes ces écritures comptables que je t'ai expliquées tout à l'heure ne sont que des écritures comptables, tu demandes à des gens de transformer quelque chose d'immatériel en réel, et quelque chose d'immatériel qui n'existe pas en réel, c'est sûr que vu comme ça peut poser problème. Et du coup, ça peut mettre à mal tout un système qui, si on ne lui demande pas de transformer en réel quelque chose d'irréel, n'a pour ainsi dire, lui, aucun souci à continuer de tourner de la sorte. Jusqu'à quand? C'est tout l'enjeu de cette vidéo. Bref, deuxième point, tout autant intéressant, le cash contre la carte bancaire. Et là, on touche du doigt un élément très intéressant, à savoir une étude qui avait été menée dans les années 70-80 qui concerne l'utilisation du liquide face à l'utilisation d'une carte bancaire. Et figure-toi que le résultat de cette étude est fort intéressant puisque de manière avérée, lorsque tu donnes à une personne de l'argent en liquide et une carte bancaire avec la même somme, dans les mêmes conditions, eh bien la personne aura toujours tendance à dépenser plus facilement l'argent de la carte bancaire. Fait encore plus amusant, depuis la création de la carte bancaire, les banques ont vu leurs revenus exploser. Et il est facile de comprendre l'intérêt qu'ont les banques pour l'aspect dématérialisé. Parce que si tu donnes à une personne la possibilité de dépenser de l'argent de manière fictive sans l'avoir en main, il n'en dépensera toujours beaucoup plus que si tu le lui donnes réellement. D'ailleurs, je t'invite à faire une petite expérience de nos jours. Prends de l'argent en liquide dans les mains et essaye de le conserver le plus longtemps possible et tu vas voir que le monde moderne happe relativement rapidement ces sommes d'argent que nous possédons, que ce soit en liquide ou en carte, tant le prix et le coût de la vie a explosé ces dernières années. Donc, difficile de savoir pourquoi les banques choisissent de s'orienter vers la dématérialisation. Toujours est-il qu'il est facile de comprendre, dans un cas comme dans l'autre, que toute personne défendant ses intérêts, on s'oriente naturellement vers ce qui fait augmenter nos bénéfices. Le point dans tout ça, c'est que nous, la famille des investisseurs, nous devons comprendre pourquoi les acteurs économiques majeurs choisissent une orientation plutôt qu'une autre. Et dans n'importe quel de ces deux cas, une seule question subsiste. Quoi qu'il arrive, est-ce que si une banque meurt, nos avoirs, nos actifs et notre argent
meurent avec elle. « 2012. Le Crédit Immobilier de France n'arrive pas à se refinancer sur les marchés et doit recourir au soutien public. C'est une agence de notation qui a épinglé le spécialiste du crédit hypothécaire et qui l'a conduit à son démantèlement total. Juste pour t'expliquer le fonctionnement du crédit immobilier, c'est exactement le même système que le crédit foncier, à savoir une banque qui n'ouvre pas de compte comme tu peux avoir de compte courant pour ta carte bancaire. Non, c'est une banque qui vient se pluguer à la banque que tu as déjà, tout en te proposant tout simplement un crédit que tu vas payer tous les mois et qui va te prêter de l'argent exclusivement pour l'achat d'un bien immobilier ou d'un investissement immobilier. Peu importe, le fait est qu'on est basé sur un système de crédit hypothécaire. Ce qui implique un élément fort intéressant mais néanmoins essentiel à notre affaire, ces entreprises-là, ces sociétés hypothécaires spécialisées, ont une particularité, c'est qu'elles ont un faible rendement avec un risque très élevé. Puisque le rendement est faible parce que le produit est unique et le risque est très élevé car c'est de la dette pure qui est générée auprès de particuliers de manière générale et donc avec un risque de problème en recouvrement relativement important. Alors tu le savais peut-être pas, mais oui, le Crédit Immobilier de France, ça n'existe plus pour ainsi dire. L'État n'a cependant jamais eu besoin de recapitaliser, donc on ne peut pas à proprement parler d'une faillite, mais en tout cas, il n'y a pas eu de défaut et donc la garantie de l'État n'a jamais été appelée, donc le contribuable, toi ou moi, n'avons pas eu à payer pour cette banque qui était quand même en défaut de paiement en 2012 lors que tout ça a commencé, lors du moment où il y a eu la crise pour la banque en question, tu m'as compris. Il faut savoir qu'entre 2012 et 2018, cette opération, qui n'a pas entraîné de défaut ni d'appel de garantie de l'État, a quand même généré en bénéfice pour la France 950 millions d'euros. Ouais, 1 milliard, ouais, on peut arrondir à ce stade, je crois, 1 milliard. Oui, la France a gagné 1 milliard sur cette opération. Ne me lance pas sur le sujet étatique, parce qu'après tu vas me demander où est passé l'argent, je vais te dire que j'en sais rien, et ça va dégénérer dans les commentaires. Donc on évite ce sujet, ok? Ok. Concentrons-nous sur le Crédit Immobilier de France et sur ses clients, sur l'investissement, puisqu'on a là, à l'époque moderne, à l'heure actuelle, un cas typique de ce qui pourrait nous arriver. Donc, fin 2018, il y avait 13 milliards d'encours à la banque. C'est-à-dire que la banque gérait ses actifs de crédit, gérait sa dette, jusqu'à ce que les clients qui avaient contracté des prêts les années précédentes, puisque c'était un acteur majeur du marché bancaire, centenaire sur notre marché, eh bien, les clients en cours continuaient à vivre au milieu de nous, ils ne vivent pas dans un monde désertique, non, ils sont là, ils continuent à payer leurs biens et à en jouir. Et ce qui est fort intéressant, c'est que en 2012, lors du démantèlement, il y avait 35 milliards d'actifs dans la banque. Donc, quand je dis actifs, ce n'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il y avait des créances en cours à gérer pour un montant total de 35 milliards. Et en 2018, fin 2018, il n'y avait plus que 13 milliards d'encours à gérer pour la banque. La banque s'éteindra complètement en 2035, date à laquelle un client du crédit immobilier payera son dernier prêt, signant par là même la clôture complète de cette entreprise. Et là, tu vois bien que des personnes, à l'heure actuelle, sans vivre dans un monde désertique, sans avoir un monde économique qui s'est effondré, sont dans l'ancêtre d'une banque qui a fermé, continuent de payer, jouir et de vivre tout en ayant une créance rattachée au-dessus de leur tête. Ce qui est fort intéressant, c'est donc que nous avons là l'exemple même de ce qui pourrait bien nous arriver. Ah, le XVIe siècle. À cette époque-là, il y avait une expression très connue et très ancienne, le signe noir, qui signifiait qu'il était vain d'aller chercher un signe noir comme il était vain d'aller chercher le Père Noël, comme il était vain d'aller vérifier que toutes les poules ont des dents. En clair, cette expression voulait dire que certaines choses n'existent pas. Aux abords du fleuve Swan, William de Vlaming découvre un signe noir. Et par la même occasion, il va invalider une affirmation ancrée dans notre inconscient collectif depuis des temps immémoriaux.
Le problème de l'homme, c'est qu'il essaye toujours de rationaliser l'irrationnel. C'est un petit peu pléonasme, donc je vais te le dire autrement. En fait, nous sommes des êtres émotionnels qui essayons en permanence de rationaliser des attitudes contradictoires. Et je crois que de là découlent beaucoup de problèmes. Mais je te rassure, j'ai les mêmes problèmes que toi. Et en réalité, je pense que c'est pas possible de nous changer. C'est la nature humaine qui est comme ça. Il va falloir faire avec. Seulement, le problème du signe noir, c'est que ça nous montre une chose. C'est qu'une chose est vraie jusqu'au moment où on nous prouve le contraire. Et il faut que tu prennes ça en considération. Ce qui veut dire qu'il est impossible de prévoir l'imprévisible. En clair, tous les éléments que nous avons sous les yeux et qu'on nous met en permanence sous le nez sont peut-être réels, mais il n'y a qu'une seule certitude, c'est que tous ces éléments qu'on pointe en permanence sont peut-être un maillon, sont peut-être un facteur déclencheur, mais ils ne seront jamais la cause de la crise, précisément parce que nous les voyons. Alors oui, les taux négatifs, c'est inquiétant. Oui, ne pas pouvoir retirer 1000 €, ça fait poser des questions. Oui, le fait que si on s'intéresse aux actions boursières des banques, eh bien, ces quelques dernières années, elles ont complètement dégringolé, remettant en question la valeur réelle de ces organismes qui sont censés détenir de l'argent. Oui, il y a énormément d'entreprises en faillite actuellement, et ces faillites à répétition nous font voir qu'un problème persistant est bien présent dans notre réalité. Mais tous ces facteurs ne seront jamais ni le déclencheur, ni la cause de la crise. Précisément parce qu'une crise provient de quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Ce qui est encore plus intéressant maintenant, c'est que si on devait rationaliser tout ça, je m'appuierais alors sur la crise de 29 pour te prédire la crise actuelle. Mais c'est juste impossible. On ne te parle pas assez de la numérisation et de son impact sur l'économie réelle. Faire comme si l'Internet n'avait pas eu en soi un impact fort sur ce qui nous arrive, c'est comme ignorer l'industrialisation ou même la découverte du feu. C'est une avancée majeure. L'information n'a jamais circulé aussi vite, les données ne sont jamais allées aussi loin et nous ne nous sommes jamais sentis aussi proches de personnes qui ont pourtant jamais autant été éloignées de nous. Aujourd'hui, j'appelle des amis qui sont à l'autre bout de la planète, on arrive à se capter sur un fuseau horaire tout en continuant à vivre comme s'ils étaient juste à côté de chez moi. Et encore plus fou, je n'ai absolument pas la sensation qu'ils soient partis, car ils reviennent quasiment quand ils ont envie et leurs déplacements n'ont jamais été aussi fluides sur le globe. N'est-ce pas ça, finalement, ce qu'on appelait dans les années 80 la mondialisation ? Je ne sais pas et personne ne sait quand, comment et pourquoi il y aura une crise. Impossible de prévoir le futur et impossible de voir arriver cette crise. Car tout élément, et comme je te l'ai montré dans cette vidéo, comme une crise est purement et simplement imprédictible. Il y a juste une chose que je peux te dire et qui est une réelle certitude, en réalité c'est deux choses mais tu vas comprendre, c'est que s'il y a une crise, il va y avoir deux phénomènes antagonistes qui vont se produire et ces deux phénomènes antagonistes sont une quasi-certitude pour moi et ce sont les suivants. Et oui, il va y en avoir qui vont tirer parti de la crise et il va y en avoir qui vont subir la crise. Tu sais, il y a une expression qui dit « c'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus ». Et les crises financières, c'est exactement ça. C'est quand il y a une crise financière qu'on voit les bons investisseurs des mauvais investisseurs. C'est en cas de crise qu'on va être capable de voir si tous les mouvements que tu auras faits avant la crise auront eu comme effet de te faire acquérir des actifs solides sur lesquels tu vas t'appuyer pour faire fortune pendant la crise, ou alors d'acquérir des actifs véreux qui vont s'enclencher pendant la crise et qui vont te faire faillite à ce moment-là.
Je te souhaite réellement d'être dans les premiers de la liste et je vais quand même finir cette vidéo en te donnant un petit conseil. Je n'ai pas la prétention de te dire où tu dois mettre ton argent, car oui, il y a une question qui reste en suspens à la fin de cette vidéo et qui doit te brûler les lèvres. Je ne peux pas répondre à cette question tout simplement parce que je suis derrière cet écran et que je n'ai pas tes éléments qui me permettent de te donner la feuille de route sur mesure en fonction de tes besoins pour que tu arrives à protéger ton épargne et ton argent. C'est à peu près logique jusque-là. Par contre, ce que je peux faire, si je ne peux pas te dire ce que tu dois faire de ton argent, je peux très facilement te dire ce que tu ne dois pas faire. Et ce que tu ne dois pas faire est très simple. Tu ne dois pas mettre ton argent sur un compte en banque. Mais je vais aller un petit peu plus loin que ça. Tu ne dois pas mettre ton argent sur un produit financier type assurance vie ou je ne sais quoi qui t'est donné par un conseiller qui n'a pas lui-même fait fortune avec le produit qu'il te propose. Je vais te poser une question sur les assurances vie. Connais-tu quelqu'un qui a fait fortune avec des assurances vie? Moi non. Donc tu évites tous les produits financiers dont les conseillers n'ont pas eux-mêmes fait fortune avec le produit qu'ils te proposent. Tu dois parler à des gens comme moi qui ont fait leur argent sur les produits qu'ils te proposent. Ça me paraît logique, c'est la base. Et un deuxième facteur déterminant sur le placement de ton argent, c'est que tu mets ton argent dans un actif qui rapporte des rentes. Ça doit être une condition sine qua non, sinon tu n'y mets pas ton argent. Et enfin, pour terminer, et c'est surtout et de loin le meilleur de tous les conseils, place ton argent dans un actif qui te fait plaisir. Parce que dans le pire des cas, tu auras au moins pris du plaisir. Et moi, je vais te dire une chose, j'aime tous les immeubles que j'ai achetés jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas un que j'ai pas aimé, il n'y en a pas un que je vais acheter que je n'aime pas déjà, et je continuerai à aimer ce que je fais tous les jours, que la vie m'offre comme cadeau. La vidéo est terminée, pense à me laisser un like et à partager cette vidéo. Tu peux toujours télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!